Vivons actuellement au Sénégal une crise politique profonde. C'est une crise de la démocratie, de la République, des institutions, de la représentation, de ce qui fait lien et tient le corps social, des valeurs autour desquelles nous nous reconnaissons en tant que nation. En somme, une crise de la communauté politique. Les chroniques d'un temps politique ont pour but de saisir ce temps, de le comprendre, d'en élucider les dynamiques historiques et contemporaines, de comprendre comment en est-on arrivé là et de proposer des voies de sortie de crise. À chaque émission, nous invitons des universitaires, des intellectuels, des artistes, des personnalités de la société civile qui, de par leur profession, leur expertise, leur regard, leur engagement, leur talent et leurs convictions, peuvent nous éclairer. Ces chroniques font la part belle aux universitaires. L'université fait profession de vérité. Elle se doit de comprendre la réalité sociale et de l'éclairer. Et son éthique lui commande de ne pas mentir sur ce qu'elle sait. Ces chroniques partent de la conviction qu'une parole juste participe de la totalité des actes qui produisent le changement. Une telle parole fondée sur un savoir, une expérience et portée avec lucidité, clarté et courage est nécessaire au temps que nous vivons. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'entrer en conversation avec Mame Fatou Diagne. Mame Fatou Diagne, bonjour et merci pour avoir accepté notre invitation. Donc, Mame Fatou Diagne, vous êtes économiste, vous êtes actuellement chef de division à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, où vous supervisez les analyses macroéconomiques et structurelles pour l'Europe. Avant l'OCDE, vous avez travaillé pour la Banque mondiale, où vous avez conduit des programmes et des études sur les finances publiques, les inégalités et la pauvreté. Vous avez aussi enseigné à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous avons été collègues. Et vous avez également travaillé comme économiste de risque pays et de capitaux de marché dans le secteur financier et comme analyste de notation souveraine. Vos domaines de recherche sont vastes. Ils incluent les inégalités et les mesures du bien-être, l'adaptation au changement climatique, l'éducation, la fiscalité et la protection sociale. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'économie sénégalaise. Donc, j'aimerais d'abord qu'on commence par un diagnostic de l'économie sénégalaise et qu'on discute autour de sa structure, de ses forces et de ses faiblesses. Donc, si vous deviez aujourd'hui me faire un portrait de l'économie sénégalaise, quel serait-il? Merci de me donner la parole. La structure de l'économie sénégalaise n'a pas beaucoup changé au cours des dernières 50 ans, disons, des 5 dernières décennies. C'est un pays qui repose essentiellement sur les services, qui emploie plus de la moitié de la population. Le secteur agricole a eu un déclin très prononcé depuis l'indépendance et il n'emploie aujourd'hui qu'un cinquième de la population et même agricole, enfin agricole, la pêche et la forêt. Le secteur manufacturier, donc les industries ont beaucoup décliné aussi. Et en revanche, on voit une expansion à venir, en tout cas des hydrocarbures avec le gaz, l'exploitation du gaz. C'est en termes de diagnostic donc général qu'on peut voir au travers de la croissance économique. Le Sénégal se caractérise par une croissance très faible en moyenne, même en comparaison aux pays africains. Et une croissance très faible donc à cause de deux récurrences, disons, de deux constantes. L'une, c'est la faible productivité, et la deuxième, c'est une croissance extrêmement variable, puisque le Sénégal a été de manière récurrente exposé à des chocs sur cette croissance. Donc, du point de vue de la tendance de fond, qui est celle de la faiblesse de la productivité au Sénégal, elle ne vient pas d'une insuffisance des investissements, d'une insuffisance du travail, mais d'une faible productivité, c'est-à-dire que la production par personne, par unité de capital est très faible. Et ça renvoie aux problèmes de compétences et d'éducation sur lesquels on reviendra peut-être. Et je crois que dans la question, il y avait aussi les faiblesses et les atouts, quoi, on va dire. Les atouts du Sénégal. Bon, je pense... Bon, on va commencer par les faiblesses pour commencer, pour terminer sur une note positive. En ce qui concerne les faiblesses, peut-être la première, c'est celle du système judiciaire, de la justice et des institutions en général, puisque c'est la justice, disons, est le socle de la garantie de l'état de droit, de
la garantie des libertés de chaque citoyen à pouvoir exercer ses droits. La deuxième, je dirais, c'est une exposition très grande aux risques climatiques. Le Sénégal est un pays qui est très vulnérable aux sécheresses, aux inondations, à l'érosion côtière, et cette faiblesse va devenir de plus en plus importante au cours des années qui viennent à cause du changement climatique. Beaucoup de faiblesses, mais la troisième que je citerai peut-être c'est celle du système éducatif, là encore, qui crée un problème de compétences moyennes, disons, dans la société en général. Et enfin, peut-être pour terminer sur les faiblesses, le voisinage, parce que donc ça c'est une faiblesse peut-être qui est constante pour tous les pays africains, c'est le fait d'être entouré de pays qui eux-mêmes ont leurs propres faiblesses, évidemment ne permet pas de se tirer les uns les autres. Pour aller sur les forces, je crois qu'une force fondamentale pour le Sénégal, c'est d'avoir une population jeune, une population jeune donc, qui est capable de se saisir du futur. On est dans un monde qui est en grande transformation, et donc le fait d'avoir une population majoritairement jeune lui permettra de tirer avantage des transformations du monde à venir, notamment technologiques. Une autre force du Sénégal, c'est sa position géographique, qui lui permet d'être un pays ouvert sur le monde. Et une troisième, peut-être la plus importante et qui est immatérielle, c'est un pays qui a une certaine cohésion nationale, une longue habitude de vivre en commun des populations qui composent le Sénégal, et une culture de tolérance et de compromis malgré tout. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, Mame Fatou, c'est que tu ramènes la question de l'économie institutionnelle, des institutions, au cœur de la réflexion. Parce que généralement, on a une réflexion purement statistique, économique, quoi, et on a tendance à omettre que les autres déterminants sont fondamentaux, quoi. La qualité des institutions, la qualité du vivre ensemble, donc des choses qui ne relèvent pas de ce que l'on pourrait estimer être de l'économie pure. Donc qu'est-ce qui fait que depuis les indépendances, donc on a une petite économie ouverte qui est vulnérable au choc, ça on le sait, qui n'est pas hyper diversifiée, avec une prépondérance du secteur tertiaire, et que les deux premiers secteurs ne contribuent pas trop au produit intérieur brut. Et comme tu l'as soulevé, il y a un problème de productivité potentielle. Donc ce n'est pas juste les investissements, mais la capacité de l'accroître fondamentalement, et qui dépendrait de déterminants autres que l'investissement. Donc l'éducation, je veux dire, la dotation en capital humain. Est-ce qu'on peut réfléchir sur les politiques publiques qui ont été menées depuis les indépendances? Est-ce qu'on a eu des États qui ont pris en charge, on va dire, la transformation structurelle de l'économie dans le long terme? Et est-ce qu'il y a des épisodes qui sont des épisodes clairs que l'on peut identifier comme étant des ruptures ou des continuités depuis Senghor? Oui, alors on peut faire une histoire effectivement des politiques économiques au Sénégal qui a l'air d'avoir évolué dans le temps. Enfin, sur certains aspects, elle a évolué, mais sur de nombreux aspects, il y a quand même une très grande continuité entre les politiques coloniales et les politiques postcoloniales, et entre les politiques socialistes et les politiques libérales. Dites libérales. Dites libérales. Du temps même de la colonisation, enfin dans les dernières années, disons dans les années 50, il y avait une politique qu'on appelait celle de la mise en valeur, qui consistait essentiellement à des projets d'infrastructure pour favoriser les exportations. Ensuite, dans les années 60, il y a eu un début de politique de substitution aux importations. Donc, le but, c'était pour l'État de s'impliquer directement dans les entreprises publiques, de favoriser le développement d'une industrie en intervenant donc, directement dans ces entreprises publiques, mais aussi en donnant des monopoles, en donnant des licences à différents acteurs pour créer, disons, une industrie nationale. Ces politiques donc, se sont soldées par un échec, elles n'ont pas réussi à créer cette industrie, et elles ont au contraire augmenté les prix, le niveau général des prix. Elles ont aussi mené à une faillite de l'État, puisque c'était des politiques coûteuses, qui, en même temps qu'on était dans la période de la sécheresse, du choc pétrolier dans les années 70, a donc rendu nécessaire un ajustement structurel. L'ajustement structurel, ça veut dire que l'État
était en faillite et obligé donc d'ajuster sa structure à son économie. Et donc c'était un ajustement évidemment par la contraction, c'est-à-dire que l'État s'est retiré de ses dépenses en infrastructure, des dépenses sociales, et cela au moment même où il y avait une très forte croissance démographique, et donc qui s'est soldée donc par un effondrement de l'éducation, du système éducatif, et donc dont on subit jusqu'à aujourd'hui les conséquences. Avec la démocratisation, donc dans les années 90, il y a eu donc une volonté de remettre la réduction de la pauvreté au devant de la scène. Et la plupart des pays africains, dont le Sénégal, ont bénéficié de réduction de dettes avec... les initiatives pays pauvres très endettés, IADM. Exactement, comme pays pauvres très endettés, qui voulaient que les pays s'engagent sur des documents de stratégie de réduction de la pauvreté, en même temps qu'ils obtenaient des annulations de dettes. Ces annulations de dettes ont ensuite permis un retour de l'État, puisque l'État a de nouveau pu avoir accès au marché de capitaux extérieurs, et donc un retour des infrastructures. Donc, ça a été une période où il y a eu un regain de dépenses donc pour les routes, les ponts, les collèges de proximité, etc. Aussi, dans le contexte international, les objectifs millénaires du développement. Et finalement, donc en ce qui concerne le Sénégal, le plan Sénégal émergent. Donc on l'a vu, il y a eu beaucoup de politiques économiques qui ont porté des noms et ont eu des sigles différents, mais je pense qu'il est important de reconnaître quand même qu'il y a une grande continuité. Je vais en citer deux. La première, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, l'État, au nom de la modernisation, a eu comme politique de vouloir financer, disons, la modernisation avec des politiques de prix qui appauvrissaient le secteur rural. Donc, en quelque sorte, le secteur traditionnel agricole, le secteur ancien, devait financer l'urbanisation, l'industrialisation, la modernisation. Dans l'idée que la redistribution se ferait plus tard. Après, quoi. Ensuite, aujourd'hui, les politiques, enfin sur les 20 dernières années, ont été similaires aussi, depuis 2000, de privilégier la grande agriculture, l'agriculture moderne, de renforcer les intermédiaires, les grands producteurs, au détriment des petits producteurs qui n'ont pas bénéficié du soutien à la production dans l'agriculture. Donc, de ce point de vue-là, dans le secteur agricole, il y a eu une forte continuité. L'autre continuité, c'est, je reviens encore à l'éducation, où on a eu des politiques éducatives qui ont été assez élitistes. Le Sénégal a massifié peut-être l'accès à l'école depuis son indépendance, mais n'a pas massifié l'accès aux compétences, le développement des compétences générales dans la population. Donc, il y a des chiffres assez choquants pour un pays qui a un rayonnement intellectuel qui dépasse de loin sa taille, qui concerne par exemple l'éducation de base. Au Sénégal, on avait à peu près un quart des Sénégalais qui savaient lire et écrire en 1988. C'est à peu près un peu plus de la moitié aujourd'hui, je crois 56%. Alors que c'est 2/3 en moyenne en Afrique. Donc, même par rapport aux autres pays africains, disons, l'éducation de base est très déficiente au Sénégal, et c'est révélateur des inégalités dans le pays. Parce que là encore, c'est un pays qui est disons, une vitrine du point de vue de son rayonnement intellectuel. Si on va même au-delà de l'éducation de base, de juste savoir lire et écrire, on se rend compte que la massification de l'enseignement a laissé place à une très forte détérioration, puisque la plupart, plus de la moitié selon plusieurs évaluations, des jeunes qui passent donc dans le système primaire en ressortent, ou même au collège, en ressortent sans avoir un minimum de compétences en lecture, en mathématiques. Donc,
cette politique éducative donc a changé formellement parce qu'il y a maintenant, enfin, les enfants sont à l'école, ils sont à l'école mais n'apprennent pas. Donc de ce point de vue-là aussi, c'est une très forte continuité avec un niveau éducatif très faible dans la population, qui fait que aujourd'hui, je crois, un tiers des jeunes Sénégalais ne sont ni à l'école, enfin, ni à l'université, ni en formation, ni en emploi, en train de travailler. Donc il y a une très forte déperdition de ce point de vue-là et aucune des politiques économiques récentes n'a attaqué ce problème. Alors, depuis quelques années, on a le sentiment qu'il y a une sorte de regain des dépenses en infrastructure avec le PSE. Il y a quand même un certain nombre de chiffres qui nous sont annoncés en termes de taux de croissance. Donc tu avais bien indiqué que le taux de croissance a été erratique et faible sur la longue durée. Un petit rebond dans les années 2000. Et depuis quelques années, on nous annonce même un taux de croissance à 2 chiffres à venir. Alors, peut-être que j'aimerais juste qu'on revienne sur l'impact de ces dernières politiques-là sur l'amélioration du bien-être et les conditions de vie des Sénégalais, le lien à faire ou pas entre ces deux dimensions-là. Bon, c'est assez difficile de mesurer le bien-être, évidemment, puisque avant même de le mesurer, il faudrait s'entendre sur ce que constitue le bien-être. Et de ce point de vue-là, les définitions sont très variables. Elles sont plurielles, quoi. Mais bon, si on prend des mesures classiques... l'indice de Gini, je ne sais pas, ou des trucs comme ça. Sur les inégalités, sur la consommation, les revenus. Bon, il y a eu, effectivement, comme tu l'as dit, depuis les années 2000, et même un peu avant, depuis 1994, depuis après la dévaluation, il y a eu un arrêt, disons, du long déclin des revenus moyens au Sénégal qu'on avait observé depuis l'indépendance, qui était donc un déclin suivi d'une stagnation. Donc depuis 1994, disons, les revenus augmentent en moyenne. Il y a eu aussi une baisse de la pauvreté monétaire. Mais si on prend des indicateurs de bien-être, si on pense par exemple que le bien-être, c'est, pour suivre Amartya Sen, c'est les ressources, disons, que chaque individu a à sa disposition, les capacités à les transformer en liberté, on peut avoir une attitude plus circonspecte sur ce qui a été accompli. Puisque bon, là encore, il ne s'agit pas de minimiser les progrès qui ont été faits. Il faut se souvenir qu'en 1960, au Sénégal, l'expérience de vie était de 40 ans. Aujourd'hui, elle est de 69 ans. La mortalité infantile a été divisée par 4. Donc il y a des progrès, mais il y a aussi des indicateurs qui ne trompent pas sur le mal-être, disons, d'une grande partie de la population. Par exemple, la mortalité maternelle qui reste très élevée. Par exemple, si on revenait à l'éducation, on parlait des jeunes qui ne sont pas dans l'éducation, la formation, le travail. C'est une souffrance, une tragédie personnelle pour tous ces jeunes dont la jeunesse est passée en vain. Mais c'est aussi évidemment une tragédie pour le pays, mais ça on l'a déjà dit. Sur les indicateurs donc, de bien-être, bon, pour résumer, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a un accès qui est plus grand au service public, mais avec un service public très dégradé. Donc aujourd'hui, je crois, la majorité des femmes sénégalaises ont accès à du personnel formé pour les accompagner pendant leur grossesse, pendant leur accouchement. Mais il y a encore aujourd'hui une chance sur 80 pour une femme sénégalaise de mourir en couche. Sachant que dans les pays riches, c'est une chance sur 5000, voire une chance sur 40 000. Donc le fait de mourir en couche est un événement extraordinaire, ce qui n'est pas chez nous. Et la mort est peut-être le cas extrême, mais elle n'est que le révélateur de souffrances, disons, plus quotidiennes, de tous les jours, qui concernent donc la majorité des femmes et des jeunes au Sénégal. Alors, j'aimerais revenir sur peut-être une sorte de réflexion et de bilan. Généralement, lorsque on débat au Sénégal d'économie,
on avance un bilan en infrastructure, je dirais principalement, peut-être un bilan en politique sociale, les bourses familiales, la CMU. Et souvent, c'est un bilan qui consiste à dire il n'y avait pas une route ici, il y a une route, il n'y avait pas un pont, il y avait un pont. On a rarement une discussion sur le coût d'opportunité, sur le coût, sur la productivité de la dépense publique, sur ses impacts en amont et en aval. Et ce genre de regard-là nous est totalement étranger. Donc j'aimerais qu'on puisse faire un petit bilan de ce point de vue-là aujourd'hui. Je veux dire, ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a eu de grosses dépenses en infrastructure et que c'est un bilan. Donc l'économiste que tu es, quel regard tu portes là-dessus? Bon, alors, si on voulait faire le bilan du PSE, peut-être trop tôt pour le faire. Si on le prenait à ses propres objectifs, qui étaient d'arriver à une croissance d'au moins 8%, bon, ce n'est pas le cas. Là encore, à chaque fois, on a un choc qui fait que, voilà, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Mais il y a toujours eu ces chocs-là. Qui dévident de la trajectoire, quoi. La trajectoire, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement. On peut annoncer évidemment des taux très élevés liés à la découverte et à l'exploitation d'hydrocarbures, mais ce sont c'est un type de croissance qui a très peu d'impact sur la vie quotidienne. Extraverti déjà un peu. Voilà, et sur les revenus, des gens, quoi. De la grande majorité de la population. En ce qui concerne les bilans, les infrastructures, etc., bon, en règle générale, quand on évalue les dépenses de l'État, on peut parler de deux dimensions, l'efficacité de l'allocation des ressources et puis l'efficacité technique pour chaque projet qui a été mis en place. Donc sur l'allocation des ressources, on peut avoir des débats effectivement sur est-ce qu'il vaut mieux construire un stade ou un hôpital, est-ce qu'il vaut mieux construire un train de banlieue qu'un train qui relie les différentes régions. Bon, c'est des débats très pertinents d'ailleurs, dont la société doit se saisir, mais sur lesquels chacun peut apporter une réponse différente. Là où le bas blesse, je dirais, c'est sur la deuxième dimension, qui est celle de l'efficacité technique. Disons, pour chaque projet, est-ce qu'on a livré la meilleure valeur pour la population? Et là, de ce point de vue-là, il y a un grand problème, puisque sur les infrastructures, depuis les années 2000, il y a une augmentation des infrastructures, mais à un prix... un coût très élevé. Avec une moindre valeur que celle qu'on pourrait espérer. Ça, c'est sur les infrastructures. Et l'autre domaine aussi où il y a un coût très élevé avec des résultats extrêmement décevants, c'est celui de l'éducation, il y a eu effectivement des constructions d'écoles, une généralisation des bourses d'enseignement supérieur, mais avec des résultats donc, que l'on sait en termes d'apprentissage réel. Mais sur la politique sociale aussi, bon, il y a eu des bourses familiales, la CMU. Sur les bourses familiales, la question qui se pose, c'est celle du ciblage. Il y a quand même des problèmes importants qui font croire que ce ne sont pas forcément les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, qui bénéficient de ce système. Sur la couverture médicale. Et sur le volume aussi. Et sur le volume, évidemment. Comme sur les quintiles. Sur le ciblage, sur ce qu'on appelle la couverture, c'est-à-dire la couverture des besoins est très faible, le montant n'est pas très élevé, et sur la qualité des services publics. Puisque l'objectif de ces transferts, c'est de permettre aux personnes de pouvoir accéder à certains services publics, comme l'éducation, la santé. Or, ces services publics sont devenus extraordinairement dégradés. La CMU, donc, on dit que les personnes âgées, les femmes enceintes, etc., peuvent avoir accès à l'hôpital. Mais quel hôpital? Un endroit où, voilà, récemment, on a vu une femme enceinte mourir sans aucune assistance. 11 bébés brûlés dans un hôpital. Sans aucune assistance du personnel médical. À Tivaouane, quoi. Exactement. Donc, de ce point de vue-là, voilà, la politique sociale, on a appliqué des politiques sociales qui ont eu beaucoup de succès dans d'autres pays, notamment en Amérique latine, mais pour l'instant, en tout cas, pas de manière à
à corriger les inégalités de manière significative. Alors, si on devait rêver pour le Sénégal de politiques économiques ou publiques optimales, quelles seraient-elles? Comment est-ce qu'on pourrait les envisager? Je crois que le résumé de tout ce qu'on a dit, c'est que les politiques que nous avons eues jusqu'à présent ont été des politiques qui n'ont pas permis de corriger les inégalités et de permettre à la grande partie de la population... Donc pour toi, Mme Fatou, la question principale, c'est celle des inégalités. Alors, le principal défi. Il y a effectivement, c'est la question principale pour moi, qui s'exprime de deux manières. Parce que quand on pense à lutter contre la pauvreté ou à améliorer le bien-être de la population, on peut le faire à deux moments. Le premier, c'est au moment où les personnes produisent, ou apprennent, ou vendent, donc au moment où elles sont elles-mêmes dans le marché, de leur permettre de tirer le meilleur parti donc, de leurs ressources. Et la deuxième, c'est une fois que le marché donc, du travail, le marché des biens et services, etc., a fonctionné, de redistribuer. Aujourd'hui, sur ces deux piliers, il y a un problème inégalitaire qui est très important et qui, je crois, vient d'une idéologie de la production ou du développement qui a privilégié, depuis le début de l'existence du Sénégal, de sacrifier, disons, une partie de la population au profit de la modernisation. Et donc, une des boussoles peut-être que le Sénégal pourrait avoir dans le futur, c'est de réduire ces inégalités ici et maintenant. De ne pas de ne sacrifier ni les femmes, ni les jeunes, ni les agriculteurs au nom d'une hypothétique future modernisation. Donc avoir une croissance tout de suite redistributive qui accroît les revenus des territoires desquels elle vient. Effectivement. Et ça, c'est un problème qui n'est pas vraiment technique, puisque on pourrait dire, bon, c'est un problème économique, il faudrait avoir des politiques plus inclusives. On ne connaît pas ces politiques inclusives, mais ces politiques sont connues, comme on vient de le dire. Chacune des réformes sociales qu'il y a eu récemment, notamment les bourses familiales, les bourses d'enseignement supérieur ou le soutien à l'agriculture, pouvait potentiellement donc, permettre une croissance plus inclusive. En pratique, ces réformes sont passées au travers d'un système, disons, politique conservateur qui renforce des intérêts particuliers existants et qui renforce les leviers du pouvoir politique. Donc, tant que, effectivement, la politique économique est aussi conservatrice, donc à maintenir les élites existantes en place, qu'elle est une politique économique aussi qui renforce les rentes de l'élite en place. Et les monopoles. Qu'elle renforce les structures, disons, de domination existantes. Le résultat est effectivement plus d'inégalités aussi bien dans le domaine de la production que dans le domaine de la redistribution. Donc, je dirais, un des aspects fondamentaux, effectivement, c'est d'avoir cette visière, disons, ce prisme de l'égalité, et ça s'applique donc aux droits des femmes, évidemment, qui représentent la moitié plus de la moitié de la population au Sénégal. Ça s'applique aux personnes qui sont donc dans le secteur agricole et dans la pêche, et ça s'applique évidemment à la jeunesse du Sénégal, avoir une éducation, donc un système d'éducation plus qui renforce les apprentissages pour la masse de la population. Et de ce point de vue, il n'y a pas vraiment de fatalité, je crois, parce que une des difficultés qui ressortait des diagnostics de l'éducation sénégalaise au cours des dernières années était, oui, mais comment est-ce qu'on peut faire du neuf avec ce système qui est totalement vicié? Comment est-ce qu'on peut produire des élèves qui apprennent alors que les enseignants eux-mêmes ont des difficultés? Mais
en même temps, on est dans un monde donc, qui est en très rapide mutation, avec des capacités technologiques qui changent, et je pense que, vu la jeunesse de la population, ça peut aider pour la transition donc, vers plus d'apprentissage pour la majorité de la population. Alors, la question avec laquelle j'aimerais finir, c'est peut-être la question de la conception et de l'incubation des politiques économiques, des nôtres. L'un des reproches qui a été fait à nos États, c'est d'avoir des politiques économiques extraverties dans leur conception, donc qui n'étaient pas assez, peut-être, adaptées aux réalités endogènes. L'autre, c'était peut-être dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, où en est-on dans cette question de concevoir des politiques économiques? Quels sont les lieux où les choses-là se pensent et quels sont aussi les espaces et les dispositifs pour les mettre en œuvre de manière adéquate, si tant est qu'elles aient été bien pensées? Alors, c'est une question difficile parce que je crois fondamentalement qu'il n'y a pas une grande difficulté du point de vue technique. À les penser ou à les mettre en œuvre? Aussi bien à les penser qu'à les mettre en œuvre. À les penser parce que malgré tout, même dans les services de l'État, dans les services des ministères au Sénégal, il y a une compétence technique forte. Il y a des plans, des programmes, les gens ont fait des diagnostics, des réflexions. Il y a eu quand même, si on reprend le domaine de l'éducation, des assises de l'éducation, il y a eu des assises nationales il y a une dizaine d'années maintenant. Donc, la réflexion, disons, sur ce qu'il faut faire, elle est déjà... elle existe. Elle existe déjà. La grande difficulté, c'est que les réformes donc, passent au travers de ce système politique qui travestit, disons, les meilleures pratiques. Et donc, comment vaincre, comment évoluer dans ce système? Je dirais deux choses. La première, c'est que sur l'application des politiques, si demain on disait par exemple qu'on voulait des bourses de sécurité familiale qui avaient plus d'égalité, ça ne peut arriver que s'il y a déjà cette volonté de ne pas faire passer la politique sociale de l'État au travers des structures existantes. L'exemple peut-être le plus patent, ce n'était pas les bourses de sécurité familiale, mais le soutien aux agriculteurs. Au Sénégal et dans de nombreux pays, il existe des bons qui sont des plateformes électroniques qui sont données directement aux agriculteurs pour qu'ils puissent avoir accès aux engrais, à l'information, etc. Comme Tanzanie, Kenya, tout ça, ça existe. Et au Sénégal, ça n'a pas pu se mettre en place, non pas parce que les Sénégalais n'ont pas accès au téléphone portable, ne sont pas capables, etc., mais parce que l'État s'appuie sur des intermédiaires qui ne souhaitent pas un changement fondamental. Le deuxième levier, peut-être, ce serait celui de la décentralisation des politiques publiques. On a en fait une hypercentralisation au Sénégal de la politique économique, avec donc un État central qui contrôle tout. Peut-être, s'il y avait une plus grande liberté au niveau local, ça permettrait déjà plus d'expérimentation, de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Un peu comme c'est le cas en Chine même, qui est un pays très central, mais pourtant qui a des politiques économiques locales très adaptées aux conditions locales. Donc voilà, je pense qu'en décentralisant, en réduisant, disons, le rôle de l'État central et en acceptant, disons, que les politiques égalitaires donc, ont un rôle à jouer très important pour permettre plus des institutions plus inclusives, on peut déjà lancer une dynamique vertueuse, quoi. Exact, une demande pour plus d'inclusion, pour moins de faiblesse institutionnelle, qui, rappelons-le, était la première... comme limite, quoi. Alors j'aimerais qu'on termine sur la place du Sénégal dans l'économie globale et son insertion dans l'économie globale. Il y a un discours de souveraineté économique qui émerge ces derniers temps et qui fait de l'emprise de la multinationale globale le principal
mal ou la principale limite de nos économies. Donc, comment analyse-t-on cela? Est-ce que nous sommes victimes d'un extractivisme forcené ou est-ce plutôt un déficit dans nos politiques publiques et dans la manière de les mettre en œuvre? Donc, si on devait placer le curseur quelque part. Oui, oui, je pense qu'il y a un vrai sujet donc, sur l'insertion, enfin, le mode d'interaction du Sénégal et de la totalité des pays, de la quasi-totalité des pays africains, dans le commerce et la production internationale. Et ça passe par les multinationales, effectivement, pas que par les multinationales, mais c'est effectivement quelque chose qui concerne la totalité des pays africains. Mais disons, c'est un peu une constante, c'est un élément qui est aussi, au risque de me répéter sur la question des inégalités, c'est un élément qui est renforcé par l'hypercentralisation de l'État et par l'incapacité des citoyens à exercer un contrôle sur cet État. Parce qu'au Sénégal en particulier, il y a eu de nombreux scandales qui ont été révélés sur des contrats avec des pétroliers, gaziers, etc. Et en même temps, il n'y a pas de changement, disons. Il y a comme dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a les richesses, disons, sont captées par une élite qui peut effectivement se permettre de brader, disons, des ressources et d'autoriser ces multinationales à agir d'une certaine manière. Donc ça, c'est un sujet donc on ne peut pas nier, mais en même temps, ça ne doit pas être le seul sujet. C'est le sujet le plus facile de s'en prendre à ces multinationales, aux gouvernements étrangers, etc. Et ça, c'est un risque pour le Sénégal, puisque on pourrait dire que la totalité des problèmes du pays donc, viennent de cette asymétrie globale. Voilà, de ces asymétries avec le monde extérieur. C'est beaucoup plus difficile parce que ce qui se passe en interne est lié à des structures de pouvoir qui dépassent celles de l'État, des autorités étatiques, qui sont aussi celles de nombreux acteurs qui sont aujourd'hui ceux qui contrôlent l'économie du pays, et qu'il est important donc de se rappeler de ces thèmes premiers, disons, notamment l'éducation et la distribution des ressources. Mme Fatou Diagne, je vous remercie. Un grand merci à vous.